Dans un premier temps, vous serez implantés les civils sur les gares. Nicolas Mondoulet est gardien de la paix. Depuis 7 ans, il travaille à la brigade des réseaux ferrés de la préfecture de police de Paris. Repos et bonne mission à tous. 1200 policiers chargés de maintenir l'ordre et de veiller à la sécurité des passagers sur 1613 km de voies ferrées. Ce matin, Nicolas part en mission à la station Châtelet, une des plus sensibles du réseau. Une altercation vient justement d'éclater entre un jeune usager et un contrôleur. Tiens, vas-y, rentre, reste avec. Ouais. Monsieur, ça sert à rien. Monsieur, ça sert à rien. Je dépense pied, viens, il tire les affaires. On se calme. On se calme. Arrêtez. Il a une pièce, il a quelque chose. Eh, redescendez un petit peu là. Allez, on descend d'un ton. Descendez. Rien du tout. Je parle T'as une pièce d'identité à présenter? J'ai rien sur moi, Il a senti qui, Allez, viens, allez, avance. On va se calmer. Ok. Nicolas décide de conduire le jeune homme au poste de police le plus proche. T'es majeur ou mineur? Mineur. Tiens, lève-toi. Attends, Je vérifie, hein, pour voir c'est rien, d'accord? pour un truc comme ça à la con, t'es passé à 2 doigts que je te serre. Donc je sais pas si t'es connu ou si t'es pas connu, mais t'étais à 2 doigts. Si l'agent RATP il dépose plainte, moi je t'embarque là. Pour un truc à la con comme ça. Voilà. Là c'est de la garde à vue, ce soir tu rentres pas chez maman. Hein. Pas de garde à vue cette fois-ci, le jeune homme aura une simple amende pour outrage à agent. Nous on est intervenus pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de monde. Parce que là c'est le cas typique où pour un tout petit truc aussi ça peut péter, ça peut aller assez vite quoi. Il était entouré de ses copains, donc voilà quoi. Là on l'a ramené au poste, il fait sa procédure simplifiée, c'est réglé, tout le monde est calmé. Ce que Nicolas et les autres policiers veulent éviter, c'est ça. Souvenez-vous, il y a presque 2 ans, en mars 2007, un homme fraude, il est contrôlé, la gare du Nord s'embrase. Des affrontements violents opposent jeunes de banlieue et policiers. Depuis ces émeutes, la sécurité dans les couloirs du métro a été renforcée. Une des missions des hommes de la brigade des réseaux ferrés, éviter les bagarres entre bandes. Suite aux événements de 2007 à gare du Nord, il y a eu énormément de tenues qui ont été mises. Et puis on s'est aperçu que ça a marché. Hein. Ça a marché et voilà. Les groupes stagnent de moins. Les gars sont identifiés, donc forcément ils sont un petit peu plus frileux. Et si on lâche sur gare du Nord, ça repartira de plus belle. Messieurs, police nationale, vous descendez du train. Allez, allez, on descend. Go, go. On se dépêche. Non, je peux pas. 14h30, une vingtaine de jeunes intimident les voyageurs dans un train de banlieue. Toi, t'enlèves ton truc. Ou c'est moi qui te l'enlève. Ça marche? Quand tu te retournes, toi, bouge. Oh, je t'ai demandé de sortir les papiers. J'ai pas de papier. T'as quel âge? Quoi? 14 ans. Vous allez où? On va chez nous là. Tous de Shell? En force. Oh! On n'est pas à la récréation non plus ici, ok? Ok? Ces jeunes sont âgés de 13 à 15 ans. Avec ce pistolet à billes, ils tentaient d'impressionner les voyageurs. Pourquoi t'es pas censé être ici? T'es censé faire tes devoirs. Ouais. Les policiers les font monter dans le train suivant pour Shell et confisquent le pistolet à billes. Nicolas passe la majeure partie de son temps sur le terrain. Pour lui, la police, c'est une histoire de famille. J'ai mon père qui est gendarme, j'ai mon arrière-grand-père qui était déjà gendarme. Je voulais faire un métier sur le terrain. Donc là, je suis servi. Je suis quand même bien servi parce que je suis constamment sur le terrain. Pourquoi être policier? Parce que on est au contact de la population. Même si des fois c'est difficile. Des fois c'est difficile, c'est vrai qu'on est mal jugé. Pour l'instant j'ai 30 balais, je suis avec une équipe qui roule bien, je suis dans un service qui roule bien. Je me fais encore plaisir sur le terrain. Le jour où j'aurai plus envie, je sais pas, je ferai autre chose. Le jour où on a la possibilité, si je voulais, d'aller dans les bureaux. Parce qu'il y a un travail de police aussi qui se fait dans les bureaux, très intéressant. Pour l'instant, ça m'intéresse pas. Bonjour messieurs, police nationale, on va faire un contrôle d'identité. On est sur le côté. Allez messieurs, on y va. Une des missions principales de Nicolas, rester au contact de la population et surtout des jeunes. Il connaît bien leurs habitudes. On a des personnes qui passent ici des heures et des heures à parler, à draguer, à tchatcher, voilà. Quand il y a des vols de téléphone portable notamment, ça se vend ici, voilà. Pour Nicolas, les policiers doivent montrer leur présence.
C'est pour cette raison qu'il contrôle quotidiennement les contrevenants. Un homme vient de passer sans billet. Bon, allez. Ouais, pas le petit. Bonjour messieurs. Police nationale, on va faire un contrôle d'identité. Mettez-vous sur le côté, messieurs, s'il vous plaît. Déjà, il y a des problèmes avec la police? C'est possible? Jamais? Jamais fait de garde à vue? Non. J'ai un problème avec la police. Ah ouais? C'est quoi le problème avec la police? Allez-y, allez-y, exprimez-vous, exprimez-vous. On nous emmerde pour rien. D'accord, ok. Comme là, vous nous faites perdre notre temps. Bah ouais, sauf que si vous aviez payé le trip de transport, je vous aurais pas contrôlé. Oui, bonjour réseau, c'est l'équipe Gare 3. Oui, bonjour, Gare 3 pour FPR, s'il te plaît. Le jeune homme sera verbalisé, mais les policiers viennent de repérer un petit groupe de jeunes qu'ils suspectent d'avoir volé un téléphone portable. Nicolas prend les opérations en main. Alors lui, c'est pas mal parce que lui on lui a passé le téléphone mais il sait pas qui c'est et puis en fait on lui a pas passé en fait, tu vois. Enfin, quelqu'un qui lui a passé. Il avait tout, il connaît pas, c'est pas lui en fait le téléphone. D'accord. Il y a celui-là aussi, j'ai pas regardé. Non, ok. Je fais mes contrôles et on emmène en vérif. Ah, ils sont en règle, mais il est à qui celui-là? Il est à qui celui-là? Je sais pas, c'est un de mes potes qui me l'a passé. Bah, apparemment, vos potes disent que c'est pas eux. Il y a un souci. Je sais pas, moi c'est un de mes potes qui me l'a passé. Ah, il vous l'a passé, mais c'est pas lui non plus. Toi et toi, on y va. Allez, c'est parti. Les deux jeunes suspectés d'avoir volé les téléphones portables sont conduits au commissariat de la Gare du Nord pour y être entendus par un officier de police judiciaire. Merci. Après enquête, il s'avère qu'ils ont bien volé les portables qui seront rendus aux deux victimes. Ce qui me plaît, c'est de rendre service à celui qui s'est fait léser, c'est tout. Ah, je pense que je vais rentrer ce soir. Deux gamins, ils se sont fait tirer les portables. Bah, les deux gamins, ils ont récupéré leurs portables. Voilà, c'est juste le plaisir. C'est pas le plaisir de mettre des gens en prison, parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est faire plaisir, voilà, c'est faire plaisir au gamin. Le gamin, il a retrouvé son portable. Il dira peut-être, ah bah c'est bien, la police a fait son travail. Il le dira peut-être pas. On va à Gare de Lyon. Il y a un colis suspect. Les colis suspects, une menace à laquelle Nicolas est confronté régulièrement. Ah c'est ça le colis? Oh putain, on va faire un compère. On va élargir. S'il vous plaît, vous finissez vos consommations rapidement, vous sortez par là-bas, on va devoir fermer. Je vous remercie. On a un colis suspect, je vous demande de reculer, s'il vous plaît. Le colis suspect, c'est cette valise noire. S'il vous plaît, je vous demande de quitter le périmètre, rapidement. Je sais pas du tout, on verra bien. S'il vous plaît, monsieur, je vous demande de faire demi-tour, de quitter le périmètre. Il y a toujours 2-3 réfractaires, mais bon, sur le nombre qu'il y a, c'est un pourcentage moindre, donc ça va. Mais non, on n'a pas trop de difficultés sur ce genre de mission. Il faut être ferme, poli, ferme, et puis tout passe bien. Non, madame, regardez, il y a des machines, il y a d'autres machines, donc ça suffit. C'est une mission quotidienne, fréquente et prioritaire. On n'oublie pas qu'on est constamment sous la menace. C'est clair. Franchement, ça me fait pas peur. Mais de toute façon, vous regardez les gens, ils ont pas peur. Plus de peur que de mal. Dans la valise, les démineurs ne trouvent que des vêtements. Le trafic peut reprendre son cours. T'ouvres là. Bon, allez, c'est bon, on lâche les faux. La circulation reprend, mais Nicolas doit partir sur un accident qui vient de se produire gare Saint-Lazare. Oh, voilà. Tous les trains sont bloqués. Après les grèves de la semaine dernière, les voyageurs ont les nerfs à vif. Sur place, Nicolas constate les dégâts. Voilà les dégradations qui ont été faites par certains voyageurs. Des voyageurs mécontents de ne pas pouvoir prendre leur train ont détruit la vitre de ce local SNCF. Je pense que là, les gens sont assez énervés. On va pas non plus rajouter une couche en les empêchant de fumer, je pense. Il y a des priorités, regardez. Pour l'instant, c'est les voyageurs. Vous avez raison, monsieur. Pas de problème. Au revoir, monsieur. Pas de problème. Pas de problème. Au revoir. Voilà, c'est le coup classique. Étant donné qu'on est en tenue, bah voilà, c'est pour nous, quoi. Alors qu'on a strictement rien à voir avec ça, mais bon, voilà. C'est nous qui prenons. Ça, c'est assez classique aussi. Les trains sont bondés. Cette femme vient de faire un malaise. Debs, t'appelles les SP? On a appelé les pompiers. Ça roule? Ouais, vaut mieux là quand même. Le trafic reprend. La priorité, permettre aux voyageurs de repartir en toute sécurité. Il est 22 h. Nicolas termine sa journée et il rentre chez lui en train. Ouais, c'est notre deuxième maison. Non, mais c'est un choix. Hein. C'est un goût du travail dans les transports. Hein. Effectivement, si on a la brigade des réseaux ferrés, qu'on n'aime pas les transports. Bon, nous trois avant, on était spécifiquement sur le métro. Donc en fait, on passait 8 heures dans le tube sans voir le jour. Moi, personnellement, ça m'a jamais dérangé. Il y a des collègues que ça dérange. Il y a des collègues qui supportent pas et qui demandent
de faire de la banlieue, d'aller sur les unités banlieue pour pouvoir avoir un peu le jour. Mais voilà, ça c'est une question de goût, ça nous dérange pas. Je vais rentrer chez moi, je vais voir si mon fils dort ou pas. Je prends une vie normale pendant 2 jours, puis après on reviendra mardi, et puis ça sera reparti. « 26 mars 2008, 8 h du matin à Moisy, un petit village du Loir-et-Cher. 3 cambrioleurs s'introduisent dans cette maison et séquestrent les propriétaires. Henri et Yvette Chevet, un couple de retraités. Le cambriolage tourne au drame, les agresseurs tuent Henri. Depuis, Yvette a mis sa maison en vente, elle a quitté Moisy et vit enfermée à double tour dans sa nouvelle demeure. Plus qu'une tragédie, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Ils pouvaient prendre l'argent, ils pouvaient prendre ce qu'ils voulaient, mais ils n'avaient pas besoin d'enlever la vie. Yvette a accepté de témoigner à condition qu'on ne la reconnaisse pas. Depuis ce jour, sa vie a basculé. Je dors plus. Alors la nuit, tout revient. J'ai peur de ces gars-là, ces 3 gars, qui m'assassinent. Sonia est la fille d'Henri Chevet. Ce jour-là, la jeune femme apprend le drame au téléphone. J'étais à mon travail et on m'a appelé comme quoi il s'était passé quelque chose de très grave. Donc on m'en a pas trop dit pour que je ne sois pas trop affolée, mais donc j'ai vite compris quand je suis arrivée sur les lieux du crime. Pour nous, Sonia a accepté de revenir sur les lieux du drame. Ce matin-là, les agresseurs semblent avoir tout prévu. Ils savent qu'Henri se trouve à l'intérieur de la maison. Les individus attendaient que mon père donc, ouvre les volets le matin de bonne heure à 8h30. Donc ils se sont introduits par la fenêtre et se sont acharnés sur lui. Donc bombe lacrymogène et ils l'ont roué de coups, bâillonné. Yvette, la femme d'Henri, se trouve au premier étage. Elle entend son mari crier. Elle descend aussitôt dans la cuisine pour voir ce qui se passe. Et il y avait 3 gars masqués qui le tenaient de dos et qui le frappaient. Il y en a un qui est venu vers moi, qui m'a pris, qui m'a donné une baffe. Mes lunettes ont valsé sur le frigidaire. Et il m'a attaché sur un fauteuil, ligoté. Et je les entendais aller et venir dans la maison, fouiller dans les tiroirs, puis ils sont montés en haut dans les chambres. Et tout d'un coup, j'en ai entendu un qui disait « On a découvert un coffre ». Les cambrioleurs emportent toutes les économies du couple. Après leur départ, Yvette réussit à défaire ses liens. Elle se précipite dans la cuisine auprès de son mari pour lui porter secours. Lui, il avait de la robe de chambre sur la tête avec du sparadrap autour. J'ai tout coupé. Il avait du sparadrap sur la bouche avec un chiffon. J'ai essayé de lui faire du bouche à bouche, un massage cardiaque, mais il était froid. Donc il n'y avait plus rien à faire. Donc je suis sortie, j'ai ouvert les portes et je suis sortie dans la rue pour crier au secours. Henri a été tué. Il est mort étouffé. Le souci à l'heure actuelle, c'est que mon père n'est plus là et que ces hommes sont en liberté et ça, c'est impardonnable. Dans le village de Moisy, depuis ce jour, on vit dans la terreur. Les 300 habitants ont peur que les cambrioleurs reviennent. Et personne n'ose s'exprimer sur l'affaire Chevet. Tiens, le voilà avec moi. Seul Marcel, un ami proche du couple Chevet, a accepté de nous recevoir. Je ne suis pas toujours rassuré. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « Maintenant, on dort avec le fusil au pied du lit », mais bon, je me dis que ça ne peut pas arriver, mais ça y est. Yvette, en plus de la peur, vit dans une douleur permanente. Depuis 10 mois, elle est sous antidépresseurs. Ma vie, elle est finie pour moi. C'était un homme merveilleux. Gentil, serviable.
Aucun défaut. On était heureux ensemble. C'était quelqu'un de très gentil et qui ne méritait vraiment pas ça. Personne ne mérite ça. Mais c'est un papy, c'est un papa, c'est un mari. Donc c'est une famille détruite. Hein. À la gendarmerie de Blois, 8 enquêteurs suivent l'affaire. Le jour du meurtre, sur la scène du crime, ils trouvent des outils qui ont servi au cambriolage. Ils remontent alors à cette grande surface de la ville de Vendôme, où les outils ont été achetés. Et bien sûr, nous avons demandé la vidéosurveillance au magasin pour pouvoir exploiter et rechercher éventuellement les personnes qui avaient fait ces achats. Sur le film de vidéosurveillance, les gendarmes découvrent les clients qui ont acheté les outils retrouvés sur la scène du crime. Ce sont ces 3 hommes. Les 3 suspects n'ont pas encore été retrouvés, mais grâce à la vidéo, Sonia espère que les hommes qui ont tué son père seront bientôt interpellés. Évidemment, on sait très bien que ça ne rendra pas notre père, mais on aimerait pouvoir juger les personnes qui ont donc fait ça. Et là, peut-être qu'on arrivera à faire notre deuil. Éperlec, dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans ce village de 3000 âmes, le blocos, le plus grand de France. Aujourd'hui, il est le théâtre d'une opération exceptionnelle. Les démineurs de la sécurité civile sont au travail. Ils doivent extraire une bombe de plus de 3 mètres de long, plantée en plein cœur du bâtiment. J'ai déjà assisté à des opérations de déminage, mais jamais de cette envergure. Personne actuellement n'a été capable de me dire qu'il avait trouvé une bombe identique. C'est la première fois qu'on trouve une bombe Disney sur notre territoire. La bombe Disney n'a rien à voir avec l'auteur des dessins animés. De fabrication anglaise, créée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle servait à transpercer les blocos. La zone d'Éperlec, longtemps occupée par les Allemands, a été bombardée constamment pendant la guerre. Les anciens s'en souviennent. Moi, je me souviens, j'étais en haut, là-bas du village, sur la route. Là. J'ai vu les bombes partir des avions. Les bombes, on les voyait bien tomber. Puis après, le lendemain, on a su que c'était ici, puis qu'il y a eu beaucoup de victimes. On a vu les explosions en place sur le blocos, alors c'était impossible à démolir. Malgré les multiples bombardements, le bunker d'Éperlec n'est jamais tombé. En 1944, les Britanniques décident d'employer les grands moyens, la bombe Disney. Le but de la bombe, c'est d'arriver à très très grande vitesse, de pénétrer. Tu as une flèche qui pénètre sa cible, elle pénètre à l'intérieur du béton, elle traverse le béton sous l'effet de la vitesse et du choc, et ensuite elle explose une fois qu'elle est à l'intérieur du blocos. La bombe a atteint sa cible, mais elle n'a pas explosé. Ensuite, elle a été oubliée pendant plus de 60 ans, jusqu'à ce qu'elle soit découverte par le propriétaire des lieux. La mission des démineurs, extraire la bombe d'1,5 tonne, chargée de 230 kg d'explosifs. Une opération délicate à 22 mètres de haut. Maintenant, on est en train de faire transporter, de monter sur la plateforme une pelle mécanique pour pouvoir travailler le béton un peu plus efficacement avec le BRH, une sorte de marteau-piqueur. Mais les démineurs vont se heurter à une difficulté inattendue. Le fer, il s'est mis dessus, il est passé derrière. Il s'est fondu en deux. Ah ouais, il est passé derrière. Il s'avère que la bombe a heurté et traversé une poutre métallique. Donc, difficulté quoi. Il faut écarter le béton et les poutres métalliques sans toucher la bombe, car les vibrations peuvent la faire exploser à tout moment. Quel se casse, explosif? Ouais, l'explosif, l'intérieur qui est la chélite, qui est contenu à l'intérieur est très très sensible. Sensible au frottement, à la chaleur, etc. Encore, vas-y, encore Fred. Le trou mesure déjà près de 3 mètres, mais la bombe ne bouge toujours pas. Après 5 heures de travail, il faut maintenant faire descendre la bombe et la déposer dans le camion. Et là encore, attention au choc. Bon alors on va procéder à la dernière étape. Fred, bien sûr, tu vas conduire la pelle. Donc tu vas obéir aux ordres de Pierre. C'est Pierre qui te dit de monter ou de descendre, c'est clair? Personne d'autre, un seul qui donne des ordres. La grue, sur les ordres gestuels de Pierre, elle amène la bombe jusqu'au véhicule. Edmond et Frédéric, vous êtes dans le véhicule pour réceptionner la bombe. C'est clair? Attention le levage. Les démineurs doivent veiller à ce que la bombe ne subisse aucune vibration.
À la moindre maladresse, tout peut exploser. Mission accomplie. Nos impressions qu'on est un peu soulagés d'abord parce qu'on se demande toujours ce qui va se passer. On a affaire à des spécialistes, donc tout s'est vraiment bien passé. Donc je suis satisfait. Bon, je pense qu'il y en aura encore parce qu'à mon avis, il y a du stock à l'arrière du blocos. Donc dans les années qui viennent, on risque encore d'en retrouver. Maintenant, il va falloir procéder à la deuxième étape, vider la bombe de son explosif. Donc cette bombe va prendre la direction de la région d'Arras ce soir, et puis voilà, je n'ai pas à vous dire où elle finira sa vie. C'est secret ? C'est confidentiel. Classé confidentiel défense. La semaine prochaine, dans Fait divers le mag, Freddy Liot, un jeune maçon, assassiné à Annemasse pour 400 €. On se bat parce qu'on sait qu'il nous dirait papa, maman, battez-vous. C'est ce que nous. C'est vrai que. En immersion au tribunal correctionnel de Toulon. Je voulais dire que c'est pas moi. Je n'étais pas au volant. Ma parole, je n'étais pas au volant. Vous allez vous retrouver avec un casier judiciaire. Tout ça parce qu'un individu n'a pas roulé à ses vitres, à votre idée, sur la route. C'est totalement effarant.